Bonjour, bonsoir à tous. Ici c'est Serge Kakidembe du jctweam.com et bienvenue sur le canal YouTube public, le JCTweam TV. Et donc là, dans cette, comment dirais-je, perspective d'apporter commentaires, études, analyses au quotidien, il y a déjà quelques temps, je vous avais parlé de cette vidéo que vous voyez à l'écran, donc spéculation et dérivés crypto. Ce travail que je voulais faire, enfin qu'on en avait fait, on avait préparé. On a continué à l'alimenter. Donc aujourd'hui, ben, c'est le bon moment, c'est le bon timing pour venir réellement et le présenter ici au public, donc là sur le canal public. Donc on va réellement regarder ce qui se passe au niveau du Bitcoin, tout ce qui est spéculation et produits dérivés. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, lorsque j'étais en train de regarder ce qui se passait dans les marchés financiers en général, donc la stock market classique et d'un autre côté crypto, on parlait encore une fois des produits du BACT, donc le BACT qui a lancé déjà ses contrats futurs à règlement physique, en plus d'avoir maintenant des contrats d'options. Il y a le CME aussi qui compte lancer des options et pas mal de choses. Et en discussion interne, on commençait à voir et à sentir de plus en plus cet engouement et cette demande de produits dérivés. Et là, on opère dans la sphère crypto. Donc les cryptos, vous voyez que c'est tout neuf, hein, c'est une nouvelle classe d'actifs, bien que le Bitcoin ait 10 ans, mais réellement une classe d'actifs qui commence à avoir une attraction, on va dire, globale. Et on commence à avoir une arrivée d'investisseurs traditionnels, donc ceux qui viennent de hedge funds, venture capitalist funds, etc., etc., on va dire Wall Street entre parenthèses, qui commencent à venir. Mais durant un certain temps, il parlait beaucoup du manque de produits sophistiqués. Donc il dit, ouais, tiens, les cryptos, c'est trop petit. Enfin, surtout dernièrement, on a vu ça. Donc les commentaires de Tom Lee, Mike Novogratz, etc. Tiens, les cryptos, c'est trop petit. Il n'y a pas assez de produits, on n'a pas de futur, il n'y a pas d'ETF, etc., etc. Et cetera. Et rappelez-vous que tout ça aussi, c'était tous ces produits qui généraient le buzz. À un moment donné, tiens, la SEC, vont-ils ou pas accepter les ETF de Van Eck, donc c'était le Solid X, etc., etc. Et ensuite, il y a eu encore pas mal d'autres ETF de Bitwise, etc., etc. On s'attendait à voir ça pour fin 2018. Eh ben non. 2019, eh ben non. Fin 2019, eh ben non. 2020, on verra. Mais donc, en gros, c'était ça. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on n'avait pas cette entrée massive, on va dire, d'investisseurs traditionnels, donc provenant de Wall Street, pour venir et être en train d'opérer dans tout ce qui est sphère crypto. Mais d'un autre côté, comme vous voyez à l'écran, des exchanges comme Wobi, Bitflyer, Binance et OKX sont les maîtres dans l'écosystème crypto en tout ce qui, comment dirais-je, en tout ce qui concerne produits dérivés. Donc des futurs, des contrats avec beaucoup d'effets de levier, des contrats perpétuels, notamment BitMEX. Et on se rend compte que ce sont ces exchanges-là qui ont réellement beaucoup de volume et que les volumes de trading avec dérivés, donc avec les produits dérivés, dépassent de loin les volumes du marché spot, donc avec le véritable sous-jacent, et dans ce cas-ci, c'est le Bitcoin. Donc ça a commencé par les produits dérivés sur le Bitcoin, donc des contrats futurs, et ça donne l'aptitude d'être haussier et baissier, donc ce qu'on dit être long ou short le BTC. Donc ça, c'est excellent parce que ça permet d'avoir pas mal de stratégies couverture principalement, et d'un autre côté, l'ambiance et le fait d'avoir ce genre de produit ouvre la porte à beaucoup plus de spéculation, notamment ce qu'on voit. Donc 90% des opérations que l'on a en crypto sont spéculatives, donc là on avait déjà vu cela en long et en large, donc voilà, là je ne vous apprends rien. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, on va étudier et lire ensemble tiens, ce rapport, et on va pouvoir constater ce qui est en train de se passer réellement dans l'écosystème crypto et de l'importance des produits dérivés. Donc moi je vais me bouger de l'écran, et donc, on y va. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a fait un truc un peu spécial. Donc là, depuis hier, j'étais venu et je commençais à faire tout ce qui était commentaires au quotidien. Mais aujourd'hui, tiens, comme je vous le dis encore une fois, étant tombé sur ce côté des dérivés, j'ai dit, tiens, ce serait super cool qu'on vienne et qu'enfin, je délivre ce rapport et cette publication. Donc, comme le titre l'indique, spéculation et dérivés crypto, et dans ce cas-ci, spécifiquement sur le Bitcoin. Donc, on y va. Qu'est-ce qu'on constate? Les spéculateurs Bitcoin s'imposent grâce à la hausse des négociations avec les produits dérivés. Alors que Bitcoin devient ennuyeux pour beaucoup, et cela étant dû à la baisse de la volatilité, le trading avec produits dérivés de la plus grande crypto-monnaie explose. Entre 5 et 10 milliards de dollars par jour, le nombre de produits dérivés négociés dans le monde dépasse de 10 à 18 fois le volume du trading au comptant Bitcoin. Selon les estimations des suiveurs de données, Skew et BitcoinTradeVolume.com, les volumes étaient à peu près égaux au début de l'année, donc cette année-ci, et il est difficile de trouver des chiffres définitifs pour les deux. Donc là, ça évolue très rapidement. Et rappelez-vous, la plupart de ces exchanges, en gros, sont ceux qui figurent parmi les exchanges qui nous donnent des produits dérivés à volume vérifiable, et il y en a beaucoup aussi qui ne, comment dirais-je, avec lesquels il est très difficile de pouvoir vérifier les volumes.
Donc on poursuit et on voit que les exchanges principalement basés en Asie comme BitMEX et Binance proposent des contrats à terme Bitcoin et des pièces plus petites pouvant être négociées avec des effets de levier de plus de 100x, donc là 100 fois ce que je dépose. Et donc on a aussi des contrats à perpétuité pour le BTC et notamment ça c'est ce que offre BitMEX. Donc c'est particulièrement attrayant pour les traders qui souffrent encore de la baisse de près de 60% du Bitcoin depuis fin 2017 et qui sont gênés par la liquidité souvent mince qui est la conséquence des baleines, donc les big whales acheteuses et donc celles qui font du holding et tenante du Bitcoin. Et elle contrôle bien évidemment plus du tiers des actifs numériques et notamment le Bitcoin. Donc c'est là que l'argent doit être gagné en crypto, a déclaré Sid Sekar, cofondateur du tracker basé à Londres Token Analyst. Et comme il dit, c'est le plus grand casino de tous les temps. Donc là, c'est ce qu'on disait souvent, enfin c'est ce qu'on dit toujours pour Wall Street, depuis qu'on a tous ces produits dérivés créés. Donc là déjà depuis, enfin on a vu les effets lors de la crise 2008-2009, mais il y a énormément de dérivés. Et donc on va voir ici, on a quelques chiffres qui nous montrent réellement la masse monétaire totale que représente réellement les produits dérivés. Donc là, ça va au-delà de ce qu'on a en spot. Donc là, on a un graphique qui nous montre un peu le volume des dernières 24 heures. Donc ça, c'était courant du mois de novembre. Et on voit que BitMEX, vous voyez que par jour, ça c'est en milliards de dollars. On voit exactement en moyenne ce qu'ils font par jour à cette période-là. Maintenant, c'est encore bien plus monté. Donc on avait BitMEX, Huobi, Bitfire, Binance. Maintenant, Binance avec ses contrats futurs et ils ont lancé aussi les contrats futurs ETH, ça a monté. Donc là, par moment, on voit maintenant Binance qui serait pratiquement dans le top 3 de ces exchanges qui donnent des produits dérivés. Bitfinex à un moment donné était très 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 haut classé, mais maintenant vous voyez qu'il était devancé par des exchanges comme BitMEX, Huobi, Bitfire et Binance. On poursuit. Donc on voit que le nombre de participants augmente alors que de plus en plus d'exchanges cherchent à amener les clients à négocier davantage. Donc là c'est leur business model. Donc là nous forcer à nous maintenir dans leur exchange et trader, trader, trader. Donc là vous voyez cela à quel niveau? Au niveau de toute cette propagande et tous ces slogans qui sont faits par certains youtubeurs dirigeant tout le monde vers le day trading. Donc en gros c'est ça. Rappelez-vous que lorsque vous êtes en train de faire du day trading, vous payez des commissions et qui c'est qui gagne? Eh ben, les exchanges. Donc le 18 octobre, Circle Internet Financial Ltd, qui est basé à Boston aux États-Unis, a cédé la bourse Poloniex. Donc c'est une bourse qu'ils avaient achetée 18 mois auparavant et c'est une société qui est basée en Asie. Pourquoi? Parce qu'elle offrait des produits dérivés et donc Circle étant basé aux États-Unis, directement en interne, ils auraient eu, on va dire, ces services à comment dirais-je, ça leur a permis de proposer ces services de produits dérivés à leurs clients. Et donc, l'offre aux États-Unis est très lourde et très, très, très réglementée et limitée au Bitcoin, a déclaré Jeremy Ayer, qui est le PDG de Circle. Donc là, dernièrement, on a vu les news que Poloniex, maintenant, Circle a dû céder Poloniex. Donc là, Poloniex est redevenu une entité indépendante. On a vu dernièrement des rapprochements avec Justin Sun, etc., etc. Et l'acquisition du Tron Markets par Poloniex. Et donc maintenant, il y a déjà toutes ces choses qui sont faites. Vous voyez que c'est super, super important d'avoir des produits dérivés parce que c'est la porte d'entrée, on va dire, même pas la porte d'entrée, mais c'est quelque chose d'essentiel pour les investisseurs accrédités et les investisseurs sophistiqués, donc là, tout ce qui est Wall Street, etc. Pourquoi? Parce que c'est réellement comme ça qu'ils font leur beurre au quotidien. Donc les produits les plus populaires que les gens tradent, vous ne pouvez même pas les offrir aux États-Unis. Donc voilà ce qu'avait déclaré M. Jeremy Ayer. Donc poursuivons. Sur l'exchange OKX, 2 fois plus de personnes ont négocié des produits dérivés que des pièces au comptant cette année, selon Andy Chung, donc chef des opérations de la bourse à Hong Kong. Binance, la plus grande bourse crypto spot au monde, a lancé ses contrats à terme il y a environ 2 mois. Plus de 34 000 clients ont déjà négocié ces produits dérivés et traitent environ 500 millions de dollars à contrat à terme par jour et maintenant ça a augmenté. Donc le 18 octobre, Binance, qui est enregistré à Malte, a commencé à offrir un effet de levier pouvant atteindre 125 fois la valeur des contrats. Donc là, du 125x, donc là, c'est énorme. Ensuite, lorsque vous négociez avec un effet de levier, les traders n'ont pas besoin de mobiliser autant de capital que vous le feriez pour une opération au comptant, donc les opérations spot. C'est ce qu'a déclaré Changpeng Zhao, dit CZ, qui est le PDG de Binance. Donc cela rend les contrats à terme moins chers et c'est la raison pour laquelle les transactions à terme sur les marchés traditionnels sont plus élevées que les transactions au comptant. Donc là, ce que je disais, donc même dans Wall Street, il y a beaucoup plus de trading qui se fait sur le dérivé de Apple, par exemple, ou le dérivé du gold que sur le sous-jacent, donc le gold spot ou l'action au comptant de Apple. Donc, comme il dit, mais sur les marchés traditionnels, les dérivés sont utilisés pour des opérations telles que la couverture, donc ce qu'on appelle le hedging d'opérations commerciales. Un exemple, je suis un pays exportateur de pétrole, donc j'ai du pétrole physique, mais maintenant j'emploie des CFD du pétrole ou des dérivés du pétrole pour me hedger, donc des futurs, des options, etc. etc. Donc celles-ci ne sont pas encore courantes en crypto. Donc rappelez-vous, c'est ce manque qui fait en sorte qu'on ne voit pas réellement, il y a déjà une certaine entrée d'entités institutionnelles dans l'écosystème crypto, mais il n'y en a pas assez. Vous voyez que maintenant on n'a que 2 produits principaux. On va dire, si on prend Binance, c'est Bitcoin et Ethereum. Si on va sur BitMEX, on a 7 dérivés.
Mais c'est pas encore assez, il faut encore bien plus de produits. Rappelez-vous, hein, c'est juste les contrats futurs. Maintenant, il nous faut des options, il faut des ETF, etc., etc. Donc, jusqu'à présent, le principal cas d'utilisation de ce produit concerne les spéculations, comme on le disait au début. Et c'est ce qu'a déclaré Emmanuel Go, qui est le directeur général de SKU et ancien trader en dérivé chez JP Morgan Chase Co. On poursuit. Donc, Bitcoin turns boring. Donc là, c'est selon un graphique de Bloomberg. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est par rapport à la volatilité. Vous voyez, durant un certain temps, il y avait beaucoup de volatilité, comme on voit au début du Bitcoin. Donc, une volatilité qui pouvait atteindre 350 de moyenne, et maintenant on voit que la volatilité a chuté au niveau des 50, ce qui fait que maintenant c'est pas attrayant, et ce manque de volatilité, c'est un manque de mouvement. Et lorsqu'il y a ce manque de mouvement, comment est-ce qu'on peut, entre parenthèses, générer de la volatilité de manière artificielle? C'est avec des effets de levier, donc des produits à effet de levier. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on a vraiment, comment dirais-je, cet avènement massif et cette utilisation massive des produits dérivés. Donc on poursuit et on voit que les traders recherchent de nouveaux moyens de tirer profit de la volatilité de Bitcoin qui est tombée à moins de 2% par jour ces derniers temps, selon l'exchange BitMEX. Donc Binance, par exemple, encourage également la croissance et permet désormais aux traders, dont beaucoup en Asie, d'acheter des futurs liés au Tether, qui est un stablecoin que les Chinois peuvent acheter en espèces pour éviter les contrôles des capitaux par le gouvernement. Donc, les produits moins turbulents n'ont pas suscité autant d'enthousiasme. Quand on dit moins turbulent, c'est moins volatile. Donc, le CIBO, Global Markets Incorporated, a cessé d'offrir les contrats à terme Bitcoin au début de l'année. Après être devenu la première bourse réglementée aux États-Unis à le faire, la demande pour les contrats livrés physiquement, donc ce qu'on appelle le Physically Settlements, donc là, réglé physiquement, récemment offert par le BACT, un consortium dirigé par Intercontinental Exchange Inc., donc le ICE, a également été tiède. Donc là, on a vu que les lancements du BACT, rappelez-vous, hein, c'était aussi annoncé comme tiens, la grande porte d'entrée des institutions dans l'écosystème crypto, et ça va renvoyer le Bitcoin to the moon. On a vu que c'était tout à fait, c'était super, super maigre. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai vu qu'ils allaient commencer à donner, à lancer aussi leurs contrats, enfin leurs options. Mais vous voyez, encore une fois, c'est faible tout ça. N'oubliez jamais hein, que ça, lorsqu'on a des produits dérivés, et comment dirais-je, il faut bien comprendre ce qui se passe au niveau des institutions, comment est-ce qu'elles opèrent. Beaucoup de personnes pensent que ces institutions sont all-in dans les cryptos. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On a un fonds de 1 milliard et on a 1 milliard investi dans les cryptos. Non, les cryptos c'est peut-être 1%, c'est peut-être 2%, c'est peut-être 5% de ce qu'il y a, et on est là et on teste. Donc là c'est une diversification en plus, et bien évidemment comme vous le voyez bien, c'est encore assez maigre. Donc dans le marché traditionnel, on a tous ces produits dérivés à notre disposition. Dérivés sur le pétrole, sur le gold, sur le stock market, sur tout ce que vous voulez, sur les indices, des inversés, enfin, et j'en passe. Et maintenant, lorsqu'on est dans l'écosystème crypto, vous voyez bien que ça manque tout cela. Donc ça aussi, c'est quelque chose de clé. Donc on voit que les choses sont en train de se faire pas à pas. Il y a pas mal d'institutions qui sont en train de mettre sur pied cette infrastructure et cela prendra du temps. Donc là, imaginez-vous que, même pas imaginez-vous, cette infrastructure peut être pour nous aussi un indicateur. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'on voit l'infrastructure être construite, on peut se dire, tiens, on est peut-être à X temps ou à X points de l'adoption. Mais l'adoption de qui? Rappelez-vous, on parle d'adoption de masse pour être véritablement utilisé en termes économiques, donc acheter du café avec du BTC. Mais là, lorsqu'on parle des institutions et l'infrastructure de ce genre de produits, c'est pour favoriser la spéculation. Donc c'est à double tranchant, il faut bien savoir de quoi on parle. Donc voilà en gros le point clé. Donc poursuivons. Les contrats à terme Bitcoin et crypto sont passés à la vitesse supérieure en 2018, lorsque BitMEX, qui fait actuellement l'objet d'une enquête de la US Commodity Futures Trading Commission, a lancé les contrats à terme perpétuels pour le Bitcoin, avec jusqu'à 100x d'effet de levier pour alimenter l'enthousiasme de ceux-ci. Et bien évidemment, comme ils disent, c'est bien plus facile à comprendre pour les investisseurs que d'autres produits dérivés, a déclaré Go. Donc BitMEX est probablement au centre de l'ensemble de l'écosystème en ce moment. Donc là, c'est l'exchange numéro 1. Donc là, au-delà de Binance, a déclaré Shekar. Donc il estime que BitMEX, qui détient la plus grande part de marché du trading des dérivés crypto au monde, rapporte au moins 700 000 $ de frais de traitement de dérivés par jour, donc juste en termes de commission. Donc ça, c'est énorme. Et pourquoi? Bien évidemment, ils ont beaucoup plus de volume que Binance. Binance, durant un moment donné, on disait que c'était l'exchange le plus grand du monde par rapport aux opérations au comptant. Donc vu qu'on avait beaucoup de crypto, il y avait beaucoup de paires, donc je crois qu'ils ont plus de 600 paires. Et là, c'est principalement acheté le sous-jacent. Donc là, il y avait du gros volume. Mais BitMEX dépasse cela, bien qu'il n'ait que 7 cryptos, je pense, 7 cryptos sur l'exchange. Mais c'est principalement des produits, enfin, ce ne sont que des produits à effet de levier. Et lorsqu'on peut atteindre 100x, c'est énorme. Donc voilà en gros ce qui fait la différence entre les deux. Donc, mais en gros, qu'est-ce qu'on constate? Mais on voit que les investisseurs doivent comprendre le risque ainsi que les avantages potentiels, a déclaré Go. Donc les contrats dérivés sont un jeu à somme nulle, a déclaré Go, parce que l'argent que quelqu'un gagne est la perte de quelqu'un d'autre. Donc en gros, c'est ça. Hein. Donc ce sont des contrats de gré à gré.
Et bien évidemment, si moi je dis que je suis haussier, ben, la contrepartie est baissière. Donc si moi je gagne, ça veut dire que je sors de ma position après que le BTC ait pris 100 dollars. Donc un exemple, à passer de 7500 à 7600 et que moi j'étais haussier avec de l'effet de levier, ben, si moi je gagne, l'autre perd. Parce que d'office, l'autre est ma contrepartie. Et dans la plupart des cas, la contrepartie, c'est l'exchange lui-même. Donc voilà en gros ce qui se passe. Maintenant, ben, question que moi je pose par rapport à cela qu'on devrait tous se poser, c'est avec la montée des dérivés, peut-on espérer voir de véritables cas d'utilité du Bitcoin dans un avenir proche? Et sachant que le trading avec dérivés est bien plus lucratif pour des acteurs majeurs, donc là c'est lucratif pour BitMEX comme on a vu, hein, ce qu'ils font en termes de commission par jour, ou OBI, OKX, Binance Exchange maintenant, le CME, BAC, etc., etc. Donc rappelez-vous, on parle beaucoup de crypto en termes d'adoption de masse. Maintenant, est-ce que ça va favoriser l'adoption de masse? Et la réponse pour le moment est non. Vu que c'est tout ça, ça va ouvrir la porte à davantage de spéculation. Donc là, c'était un rapport qui nous venait de Bloomberg. Maintenant, on va poursuivre avec un rapport, je pense, si je ne me trompe pas, c'est CoinDesk. Et c'est une continuité de ce que l'on a vu. Donc là, c'est un peu plus récent. Donc, la course est lancée. La course à quoi? Ben, la course à quelle est l'exchange qui va donner le plus de produits dérivés et qui va faire en sorte que monte à bord beaucoup d'utilisateurs. Donc, un jour ouvrable, avant le lancement tant attendu du ICE, donc du pacte, le CME a annoncé qu'il listerait des options Bitcoin au premier trimestre 2020. Et le pacte l'a fait aujourd'hui, donc 9 décembre. Donc là, ils ont devancé, entre parenthèses, ce que le CME veut faire. Donc ICE a rendu l'appareil en annonçant qu'il lancerait également des contrats d'options, mais en décembre de cette année, et c'est fait aujourd'hui, au 9 décembre, c'est déjà fait. Donc pourquoi deux des plus grandes bourses du monde se font-elles concurrence si ouvertement pour un espace considéré jusque récemment comme secondaire pour la plupart des initiés du secteur? Donc c'est ça une question qui est clé. Vous voyez que dernièrement, les déclarations de Thomas Lee, de Fundstrat et de Mike Novogratz disaient oui tiens, la horde ne va pas venir parce que si ça, il nous manque ci, ça, mais pourtant on voit que l'infrastructure est en train d'être construite. Et on parle souvent des cas d'utilité, donc on souligne que le fait qu'il n'y ait que de la spéculation dans le Bitcoin est négatif, donc là en parlant des investisseurs particuliers, mais maintenant les institutions sont en train de créer une infrastructure avec des produits dérivés pour faire exactement la même chose, de la spéculation. Donc voilà en gros ce que c'est. Donc là ne vous détrompez pas, tout ça ce n'est qu'une question d'argent, on est là pour faire de l'argent, point. Donc on poursuit. La tendance, c'est quoi? Presque toutes les semaines, un nouveau joueur, donc quand on parle de nouveau joueur, c'est un grand player en termes d'institution, annonce son intention de pénétrer le marché de plus en plus encombré des contrats à terme crypto, donc donner des futurs, des CFD, etc. Donc plus récemment, Binance et Bitfinex ont lancé leurs propres produits à terme avec plus ou moins de succès. Donc là, beaucoup de succès pour Binance. Donc cet optimisme n'était pas toujours au rendez-vous. La montée en puissance de BitMEX, basée à Hong Kong, qui propose le contrat le plus liquide au monde pour le Bitcoin, a longtemps suscité le scepticisme des leaders du secteur qui ont rejeté le produit, estimant qu'il ne servait que les accros du jeu avec un effet de levier important. Le marché des contrats à terme crypto a réellement pris son envol en 2018 et les volumes ont été multipliés par 10 par rapport à 2017, une année largement considérée comme le sommet du marché crypto. On poursuit les contrats à terme et autres instruments d'échange perpétuel Bitcoin se négocient en moyenne 10 fois plus que le volume du marché au comptant, donc le marché spot du Bitcoin sous-jacent, selon les données compilées par Skew et Bitwise. Donc là, c'est ce qu'on voit. Donc là, avec le BitMEX, XBT, donc là, c'est leur contrat perpétuel. Swap, donc ADV, c'est Average Daily Volume, donc le volume quotidien. Et on voit que là, c'est 3000, donc on parle de 3 milliards ici. Donc là, on voit en moyenne ce que ça représente. Donc là, comment ils ont commencé en 2016, 2017, 2018 et 2019, il y a un méga boom. Et donc, vous voyez que là, c'est très lucratif. Et qu'est-ce qu'on voit? Les autres viennent. Donc, Bitflyer, Bitfinex, Binance, etc. On poursuit. Avec le recul, il est relativement simple d'expliquer pourquoi alors que le marché entrait dans une période de ralentissement prolongé. Donc c'est quoi ce bear market? À compter de 2018, les participants du marché ont cherché des moyens de tirer profit de la chute des prix ou tout au moins de la couvrir. Donc là, ce qu'on a vu dans le rapport de Bloomberg aussi, donc là, générer de la volatilité et couvrir leurs pertes. Donc vu que le marché continue à baisser, on parlait souvent d'une fin du bear market et d'un retour au bull market. Donc le Bitcoin irait au-delà des 20 000, etc., mais ce n'est jamais venu. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit avoir les bons outils qui nous permettent de profiter de la baisse. Et ça, c'est ce que nous donnent les produits dérivés, vu qu'on a la capacité de pouvoir shorter le marché. Donc, la croissance des marchés à terme est née du besoin de shorter le marché. Le marché a évolué rapidement en très peu de temps, donc juste 2 ans. Et au 4e trimestre 2017, le Financial Times a publié dans un article bien documenté comment la réduction du stock du fabricant de puces Nvidia, donc très important aussi cette compagnie, dont les produits étaient très populaires chez les mineurs de crypto-monnaies et pouvaient constituer l'un des moyens les plus pratiques d'obtenir une petite exposition crypto-monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi c'est super important? Dans un premier temps, à Wall Street, les institutions et les clients des institutions ne voulaient pas directement être exposés aux cryptos. Pourquoi? Il n'y avait pas un assez bon custody, donc des boîtes comme BitGo, etc., il n'y en avait pas tellement, des Chapo, il y avait encore Mt. Gox qui avait eu des gros problèmes. On s'est dit, tiens,
on ne va pas échanger notre dollar, avoir du BTC et qui va nous le garder aux normes. Ça veut dire quoi? Aux normes de l'industrie, un custody parfait, avec une assurance sur les dépôts, etc., etc. Donc, vu que le Bitcoin étant en proof of work, c'était la crypto la plus importante, enfin c'est toujours la crypto la plus importante, et on sait bien que ceux qui fabriquent des ASIC, donc notamment Bitmain, utilisaient les GPU de Nvidia pour cela, on s'est dit, bah tiens, c'est un proxy pour nous. Donc, en s'exposant sur Nvidia, on est, on va dire, par proxy, indirectement exposé aux cryptos. Pourquoi via Nvidia? Parce que Nvidia, c'est une compagnie qui est listée. Ils publient à la SEC, on sait exactement ce qui se passe au niveau de leurs inventaires. Donc voilà, donc si les cryptos continuent à faire un boom, Nvidia va monter et nous, on a injecté nos capitaux dans Nvidia et donc on monte avec. Donc en gros, c'était ça l'idée. Donc tout ce qui était semi-conducteur utilisé dans les ASIC, donc là c'était les puces GPU. Donc là, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de controverses par rapport à cela. Et même le PDG Johnson Wang, dernièrement, ne veut même plus commenter tout ce qui se passe au niveau de tout ce qui est GPU. Il dit que les GPU, c'est uniquement et spécifiquement pour les gamers, mais maintenant que Nvidia est en train de connaître un grand boom dans tout ce qui est la IA et les data centers. Donc voilà en gros ce que c'est. Nvidia aussi, vous avez bien vu qu'il y avait une hausse en corrélation positive avec la hausse du BTC. Donc on parle de fin 2017 et le bear market qui a touché les cryptos en 2018, ça a secoué Nvidia, mais Nvidia a réussi à se détacher de cela. Mais jusqu'à présent, ils sont encore en justice parce qu'il y a pas mal d'investisseurs qui pensent avoir été trompés par Nvidia au niveau de leurs inventaires de GPU vendus aux mineurs, etc., etc. Donc là, ça a généré pas mal de problèmes. Donc ça, c'est toute l'histoire que l'on a derrière ce point-là. Donc poursuivons, une crypto-anomalie, pas vraiment. Donc les marchés traditionnels ont également connu un moment dérivé en réponse à la volatilité accrue du marché. Les années 70 ont été une période de turbulence financière incroyable. Richard Nixon ayant aboli le système de Bretton Woods, donc là le patron or, en 1971, passant à un système monétaire fiduciaire et permettant à toutes les monnaies d'être flottantes entre elles. Donc là, floating. Donc le moment... Et le monde a ensuite connu son premier choc pétrolier en octobre 1973, faisant monter en flèche le prix de l'or noir sur un marché auparavant calme. Quelques mois auparavant, en 1973, Fisher Black et Myron Scholes avaient trouvé une formule analytique simple pour déterminer les prix des options, ce qui leur avait valu le prix Nobel en 1997, donc 2 décennies après leur découverte. La conjonction de ces deux événements est largement perçue comme une période de gloire pour les produits dérivés dans toutes les classes d'actifs. Ce n'était pas juste une mode. Le bureau du contrôleur de la monnaie à Washington estime que les banques sont actuellement exposées à plus de 200 trilliards. Sachez que l'économie américaine, c'est 20 à 22 trilliards de dollars. On parle de 200 trilliards, donc c'est 10 fois l'économie américaine. Rappelez-vous, ce sont des dérivés. Donc si l'économie, donc le PIB, ce que vaut l'économie, c'est réellement l'activité de, on va dire, commerciale entre les vendeurs de biens et services, donc là, entre la population, donc à 20 trilliards de dollars, légèrement au-dessus pour les États-Unis, on est exposé à 10 fois. Donc on aurait un levier de 10 à 1. Donc là, on est une économie de 20 trilliards, nous on s'expose à 200 trilliards. Donc voilà en gros ce qui se passe aux États-Unis. Donc voilà en gros ce qu'on a dans... comment dirais-je, ce que permettent entre parenthèses les actifs dérivés. Et maintenant ça, cette manière de faire arrive dans les cryptos. Donc exactement, c'est très, comment dirais-je, c'est très pointu et c'est très sévère et c'est vraiment un point où on devrait se dire, oh là, attention. Pourquoi? Rappelez-vous que les cryptos, surtout le Bitcoin, c'était créé en réponse à ce genre de pratique. Donc là, 2009. Au point culminant de la crise, eh ben tiens, on a un système ouvert, immuable et transparent. Voilà Bitcoin et la blockchain. Alors maintenant, on voit qu'on est en train de refaire exactement la même chose. Donc c'est pratique, cette manière de faire, on les ramène dans la blockchain et dans les cryptos. Donc voilà en gros ce qui se passe. Donc 200 trilliards de dollars de produits dérivés. Donc là, voilà exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc les produits dérivés sont progressivement devenus le lieu où la majorité des parties intéressées commencent à trader sur tous les marchés. Donc là, nous approviserons le Bitcoin. Voilà ce qu'avait déclaré Léo Melamed, président du CME. Donc ça, c'était en 2017, décembre 2017, juste avant qu'il lance ses produits futurs. Voilà exactement ce qu'il avait déclaré. Donc là, si vous regardez dans le canal, on avait commenté cela déjà il y a quelques temps. Donc c'était en novembre, décembre 2017. Donc là, question, devrions-nous croire la prédiction du légendaire trader de contrats à terme? Donc ce qu'il faudrait croire, tout porte à croire que oui, il avait raison. Donc, selon l'avis général, le Bitcoin est trop volatile pour être un moyen d'échange. Donc, ce qui déclenche une vague de projets de pièces stables en 2017-2018. Qu'est-ce que ça veut dire? Moyen d'échange, c'est ce qu'on utilise. Le dollar et l'euro est un moyen d'échange. Lorsque je vais au magasin, je paye ma tasse de café, ou je vais faire mes courses, ou je fais mon plein, c'est quoi? C'est avec de l'euro. Donc, c'est un moyen d'échange. C'est-à-dire quoi? Moi, consommateur, j'en ai.
Et le marchand accepte cela comme moyen de paiement. Donc, c'est un parfait moyen d'échange. Vu que pour moi, le prix est stable. Maintenant, imaginez-vous Bitcoin. Bah, tiens, le temps que je fasse mon plein, que je sorte, le prix peut monter de 25% ou le BTC peut chuter. Donc, comment je fais ici? Donc là, vous voyez que ce n'est pas viable comme moyen d'échange. Donc, la fonction inélastique de l'offre de Bitcoin est, par construction, indifférente au choc de demande ou d'offre en effectuant tous les ajustements sur le prix en créant de la volatilité. Donc, il parle de quoi? Que le Bitcoin est capé à 21 millions. Et maintenant, bah, avec la volatilité qu'on peut avoir, monter, descendre, c'est pas viable réellement comme étant réellement un moyen d'échange, mais on en parle beaucoup comme étant un stock de valeur parce que le gold aussi a le même type de volatilité. Donc, bonne logique, mais pas nécessairement vrai dans la pratique. Par exemple, cet argument est également valable pour l'or, qui est l'un des actifs les moins volatiles du marché, avec un mouvement moyen quotidien de 0,6% en 2019, selon les données obtenues par la Réserve fédérale de Saint-Louis. On poursuit. Un certain nombre de facteurs contribuent à la volatilité d'un actif. L'un d'eux est sa structure de marché. Les universitaires ont étudié de manière approfondie l'impact des marchés en développement de produits dérivés avec la volatilité des actifs sous-jacents et ont globalement conclu que les produits dérivés contribuaient à la stabilisation des prix. Donc, fait assez curieux. Donc, maintenant, rappelez-vous ce que disait Melamed du CME. Est-ce qu'on va pouvoir dompter le BTC avec les dérivés? Donc, cela est particulièrement vrai pour les options, car les flux sont généralement dominés par le covered call options, donc la vente de call pour recouvrir une position sous-jacente. Donc là, je vais brièvement décortiquer et vous dire c'est quoi. Par exemple, moi j'ai une compagnie ABC, elle vaut 100 dollars. Le covered call, ce serait quoi? Je vais aller dans le marché, je vais acheter le véritable sous-jacent et en même temps, je fais ce qu'on appelle du covered call writing. Donc, c'est quoi? Je vais écrire, générer un contrat qui va donner l'option à un autre investisseur de me racheter cela. Un call, c'est à la hausse, put, c'est à la baisse. Vu que je fais un covered call, donc j'ai acheté 100 actions de la compagnie ABC à 100 dollars et je dis, bah, tiens, moi, je donne une option à quiconque veut me les acheter à 110 dollars. Voilà. Et donc là, en gros, c'est ça. Donc, ce qui fait que ça me permet d'avoir un revenu en plus. Et donc ça, lorsque les investisseurs font cela, eh ben, c'est pour les investisseurs qui cherchent à générer un rendement supplémentaire. Donc là, c'est une pratique normale et courante à Wall Street. Et maintenant ça, vous voyez qu'on va avoir des options qui arrivent dans le Bitcoin aussi. Donc voilà aussi ce qui va être permis de faire. Donc rappelez-vous, avec tout ce qu'on vient de lire et tout ce qu'on vient de voir, tous ces produits dérivés n'apportent aucun cas d'utilité au BTC, si ce n'est la spéculation. Donc voilà en gros ce qui se passe. Donc tout ça sont des pratiques normales et courantes de Wall Street. Maintenant regardez le slogan et comment est-ce qu'on a présenté et vendu le Bitcoin aux particuliers. Et maintenant regardez le type de produits sophistiqués qui viennent. Donc là la manière de faire de l'argent dans Wall Street, on va dire maintenant ils ont trait toute la vache, ils ont exprimé tout le jus. Maintenant ils viennent faire pareil dans le monde crypto. Maintenant posez-vous la question, êtes-vous préparé à savoir ce que c'est qu'un covered call, comment jouer avec les futurs, comment faire ci, comment faire cela? Parce que ça va être votre contrepartie lorsque vous êtes sur Binance, sur BitMEX, sur Bitfinex ou peu importe. Voilà en gros ce qui va se passer. Donc, le fonds lancé par Wave Financial à Los Angeles est un premier pas dans cette direction sur le marché crypto. Donc là, ils utilisent des options et comme on a vu encore d'autres entités sont en train de le faire. Donc pour conclure, et on va être dans la dernière ligne droite, la volatilité du Bitcoin diminuera structurellement à mesure que les marchés continueront à se développer. Donc là, on parle d'infrastructure, mais le développement que l'on est en train de voir est un développement uniquement, enfin pour le moment, axé sur des produits qui facilitent la spéculation. Donc, il y aura aussi ce qu'on appelle une sélection naturelle. Les produits dérivés riment avec effet de levier, ce qui vous permet essentiellement de faire plus avec moins. C'est génial, mais seulement dans une certaine mesure. Comme Warren Buffett l'a dit, les produits dérivés sont des armes financières de destruction massive et nécessitent une gestion des risques minutieuse. C'est ce que je commente tous les jours aux clients que l'on a au JCTume. C'est ça, c'est une question de gestion du risque. Tout ce qu'on a là devant nous, ce sont des outils. Donc, ce sont des outils, bien évidemment, qui nous permettent de placer l'argent que l'on a. Mais il faut qu'on soit éduqué, donc qu'on sache ce que l'on fait. Et d'un autre côté, il faut qu'on ait une bonne gestion du risque. Et donc, rappelez-vous, donc là, tout ce qu'on peut voir au quotidien, ça valait tout de monde, si ça, ce n'est pas ça. Il y a bien plus de personnes qui explosent, donc là, qui sont en perte, enfin, qui sont dans le rouge, et qui sont dans les gains. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas comment on construit un portefeuille et ce qu'on fait, etc., etc. Beaucoup de personnes veulent investir, mais on leur vend le trading. Rappelez-vous, comme on a vu dans Binance, être là, être actif au niveau du trading. Et beaucoup de gens, c'est pas ça qu'ils veulent faire. Ils veulent être là, faire du holding. Maintenant, lorsqu'on veut faire du holding, on ne fait pas du holding n'importe comment. On ne vient pas juste faire buy and hold. Non, 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 non. Il y a une analyse fondamentale qui va avec. C'est que fondamentalement, je vais placer mon argent, donc je vais stocker mon argent dans cet actif. Pourquoi? Parce que je vois que selon mes analyses, au niveau fondamental, cet actif aura une place dans le futur. Et aujourd'hui, s'il vaut X, demain, il vaudra X2 ou X3 ou X4 ou X5. Donc là, il y a toute une analyse, il y a toute une éducation, toute une initiation qu'il faut avoir afin de déterminer si un actif est un bon investissement ou pas. Donc là aussi, c'est encore d'autres points, comment dirais-je, par rapport auxquels
Lorsque je pose des questions à pas mal de clients que j'ai ou même à d'autres particuliers, ils partent perdants d'entrée de jeu parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et avec maintenant, avec les dérivés, ça ne va pas arranger les choses. Donc, les régulateurs ont donc travaillé pour réduire l'utilisation de l'effet de levier à l'échelle mondiale. En mai 2019, la FCA du Japon a demandé à Bitflyer de réduire l'effet de levier de son produit de swap perpétuel. La UK FCA prend des mesures encore plus drastiques en prévoyant d'interdire l'offre de dérivés crypto aux investisseurs particuliers. L'organisme de réglementation demande également aux courtiers de détail d'avertir leurs clients des risques liés à l'utilisation de produits dérivés dans toutes les catégories d'actifs. Donc là, ce qu'on peut voir sur eToro, enfin les annonces sur eToro ou plus 500, qu'est-ce qu'ils disent? Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison d'un effet de levier. 72% des comptes d'investisseurs privés perdent de l'argent lorsqu'ils négocient des CFD avec ce fournisseur. Et ceci est le message de bienvenue sur une plateforme de courtage très populaire. Si 72% des investisseurs perdent de l'argent en négociant des CFD sur des sous-jacents à faible volatilité, donc Apple, Microsoft, Coca-Cola, etc., qu'est-ce qui pourrait mal tourner en négociant des produits avec 100x d'effet de levier sur des fameux bitcoins volatiles à travers BitMEX, Binance, etc. Donc là, c'est catastrophique pour le particulier. Donc, avec le temps, il est probable que les régulateurs ou simplement le darwinisme confieront de plus en plus le marché des dérivés aux professionnels et c'est ce que l'on voit maintenant avec l'entrée. Et encore une fois, un autre point qu'on va souligner dans une étude ultérieure, c'est l'intervention humaine. Très peu. Juste sur Binance, plus de 60% des clients institutionnels opèrent avec du high frequency trading, donc des algorithmes. Donc ce ne sont même pas des êtres humains qui font achat-vente, achat-vente, achat-vente. Et ils opèrent principalement avec les futurs et autres produits, comment dirais-je, pour les institutions. Donc là, dans ce cas-ci, on va rester avec les dérivés. Donc voilà en gros ce qui se passe. Donc il n'y a même pas d'intervention humaine et ce sont des hedge funds, des crypto hedge funds qui font cela. Donc maintenant, où est la chance pour le particulier ici? Elle est nulle, vu que d'entrée de jeu, dès le départ, il part perdant. On poursuit. Ce n'est pas seulement une histoire de volume. La plupart des participants, y compris nous, nous passons probablement trop de temps à nous soucier des volumes. Les volumes des dérivés sont principalement en fonction de l'endettement. Qu'est-ce que ça veut dire? Vu que je dois déposer un peu de collatéral, et d'un autre côté, c'est quoi? Le reste, c'est un prêt. Donc là, vous voyez que c'est une toute autre histoire, c'est une autre manière de calculer les frais. N'oubliez pas que dans les dérivés, on n'est pas au marché au comptant. Donc si c'est du 100 à 1 que j'ai, pour être exposé à 100 euros par exemple, je ne dois déposer que 1 euro. Donc là, moi, je dois apporter une garantie de 1 euro. Donc voilà en gros ce que c'est. Donc lorsque la FCA du Japon a demandé à Bitflyer de réduire l'effet de levier maximal disponible, donc c'était le 28 mai, ces volumes ont diminué d'au moins 50% en une nuit. Donc vous voyez exactement là les volumes que faisait l'exchange. Et donc là, au 28 mai, leur demander de réduire cela. Vous voyez comment ils sont passés de 3 milliards, chutés en dessous des 1 milliard. Donc les 50%, ça aurait été 1,5 milliard et j'étais en dessous de cela. Maintenant, on voit que les dérivés sont des contrats entre deux contreparties, comme je vous expliquais. En gros, c'est du gré à gré, donc c'est du OTC. Les traders et les investisseurs doivent conserver des garanties pour des positions ouvertes, donc ce qu'on appelle le collatéral, donc le margin initial. Et BitMEX, site de premier plan, demande une marge de maintenance minimale de 0,5% et une marge initiale minimale de 1%. Donc si je veux m'exposer à 100 euros sur le Bitcoin, on va dire 100 dollars, je dois avoir, d'entrée de jeu, je dois avoir 1 dollar. Et pour maintenir ma position ouverte, donc là, avoir du overnight risk, donc du risque que je vais perpétrer, que je vais swapper jour après jour, je dois juste avoir 50 cents. Donc voilà en gros ce que c'est. Donc le CME, quant à lui, demande 37% de marge initiale. Donc, cela signifie que si vous souhaitez ouvrir une position d'achat d'1 million de dollars sur BitMEX, vous pouvez envoyer un montant de garantie aussi bas que 10 000 dollars par rapport au moins aux 370 000 dollars que vous demande le CME. Le montant total en dollars des contrats à terme Bitcoin, appelé intérêt ouvert, donc Open Interest, au CME, il s'élève actuellement de 150 millions de dollars contre 1,1 milliard de dollars chez BitMEX. Donc, en gros, c'est ça. Donc, vu que BitMEX a un plus grand effet de levier, donc voilà plus ou moins pourquoi est-ce qu'avec 1 milliard, on a ces expositions massives. Donc, en raison des exigences de marge, il est probable que des sommes similaires de dérivés Bitcoin soient échangées au CME et chez BitMEX, malgré que le trading de ce dernier bénéficie de 10 fois plus de volume. Donc le troupeau, dit la horde, pourrait être plus proche que ce que les gens pensent. Donc c'est quoi la horde? Le reste de Wall Street qui, lorsqu'ils voient ce genre de produits, disent « Ok, moi aussi je veux être in ». Donc c'est une excellente configuration pour les bourses offshore qui sont capables de gagner beaucoup plus d'argent avec le même capital en percevant leur commission sur les volumes négociés. Une question de plus en plus centrale, quel est le prix du Bitcoin? Donc avec tous ces produits dérivés, on se demande tiens, où est la véritable découverte de prix? Donc, victimes de leur propre succès, les exchanges dérivés ont été touchés en 2019 par un problème mondial. Les transactions sur produits dérivés ayant été négociées avec de la marge, les bourses dérivées ont pris soin de concevoir un indice de prix au comptant dérivé du prix des bourses spots beaucoup plus importante. Donc l'indice est utilisé pour régler les contrats à terme et pour décider quand lancer des appels de marge. C'est un moyen judicieux d'empêcher la manipulation des contrats dérivés crypto alors très peu liquides. Mais cependant,
comme le marché des dérivés a connu une croissance exponentielle, nous sommes entrés dans une période où les exchanges spots sous-jacents sont beaucoup plus petits que les exchanges de dérivés. Regardez déjà ce qui se passe avec Bitfinex, un exemple, Bitstamp. Seulement 10% du total des volumes. Donc vous voyez que 90% de tout ce qu'on voit au quotidien, c'est de l'effet de levier et c'est fait sur des exchanges comme BitMEX, Binance, etc. maintenant. Donc il est devenu tentant d'essayer de manipuler les bourses sous-jacentes moins liquides pour générer des bénéfices sur les produits dérivés. Et cela était particulièrement visible au début de l'année, en mai, lorsqu'une commande relativement modeste sur un exchange spot, donc Bitstamp, a déclenché une vague de liquidation sur BitMEX et a entraîné la chute de l'ensemble du marché. Donc voilà le genre de manipulation auquel on est exposé aujourd'hui. Donc, les exchanges semblent être de plus en plus conscients du problème et tentent de renforcer leurs indices, avec parfois des conséquences fâcheuses, comme ce fut le cas lors d'une récente erreur de calcul de Deribit qui a coûté 1,3 million de dollars, donc encore un autre exchange qui donne des produits dérivés, mais je ne pense pas qu'ils tombent dans la catégorie de ceux qui ont des volumes qui sont vérifiables. Donc, il y a tout un océan sous nos pieds, personne ne peut y arriver sauf moi, et c'est ce qu'a dit Daniel Plainview. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y aura du sang. Donc vous voyez que c'est une affaire très 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 compliquée. Et avec la cessation officielle du SIBO, la concurrence entre le CMU et le ICE, donc là le ICE c'est BACT, devrait s'intensifier en 2020. Donc là, rappelez-vous, avec le lancement des options. Donc au moment où les deux bourses lanceront leurs offres d'options, donc le BACT l'a déjà fait aujourd'hui, 9 décembre, je le rappelle. Donc il serait particulièrement encourageant de voir les flux de hedging décoller. Donc là, qu'on utilise réellement les contrats dérivés pour du hedging. Rappelez-vous, comme ce que je vous ai dit au début, un pays qui exporte du pétrole va rentrer sur le marché, acheter des contrats futurs du pétrole, des options du pétrole ou quoi que ce soit pour se hedger, donc pour se couvrir, parce qu'il y a un risque commercial, risque de taux de changement, etc., etc. Donc pour des sociétés minières, par exemple, avec des contrats d'options et de livraison physique. Donc un exemple, l'un des plus gros clients qu'ont par exemple ces exchanges, ces bourses, c'était les miners, c'était les mineurs. Pourquoi? Les mineurs créent du BTC, donc on va prendre un exemple, Bitmain. Bitmain crée le BTC, et ensuite ils doivent le liquider, ils doivent le vendre. Rappelez-vous qu'en Chine, ce n'est pas permis d'en avoir et ça ne compte pas comme moyen d'échange. Donc ils le minent et ils le vendent à l'extérieur, même chose que font les mineurs russes. Donc on le mine à domicile et on le vend à l'extérieur. Mais on le vend à travers quoi? Rappelez-vous, on doit le liquider, donc il faut bien que j'échange mon BTC contre quelque chose. Si je veux le liquider, il faut bien qu'il y ait une contrepartie qui amène du cash, donc du fiat. Et donc c'est là qu'interviennent les exchanges. Maintenant, pendant que je suis en train de le miner, si avec le hash rate et la phase du marché par laquelle on peut passer, par rapport à mes coûts, comment est-ce que je fais pour maintenir mes coûts? Comment est-ce que je fais pour me couvrir ici? Et c'est là réellement qu'on a l'utilité des contrats, enfin des options, des contrats futurs et d'autres CFD et crypto. Mais maintenant, avec cela, interviennent d'autres personnes qui n'ont aucun intérêt dans le développement de l'écosystème et qui sont tout simplement là pour spéculer. Un exemple, lorsqu'on a des hedge funds, on prend le cas de Joe Soros avec son fonds. Et lorsqu'ils faisaient des opérations, ils n'avaient aucun intérêt, vu qu'ils ne détiennent pas de blé, ils n'ont pas de pétrole ni quoi que ce soit. Eux, ils regardent juste les mouvements qui sont en train de se passer. Et sur base de ça, ils font des paris, mais des paris sophistiqués, on va dire ça comme ça. Donc voilà, en gros, ce que c'est. On voit bien que l'activité spéculative dans l'écosystème crypto va être là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ethereum est en train de développer un DeFi, etc. Moi, je peux venir là et être aussi au baissier sur Ethereum si je pense qu'ils vont y arriver ou pas. Ou d'ici, je dis, tiens, dans 3 mois, je ne pense pas qu'ils vont y arriver et je parie à la baisse. Donc en gros, c'est ce que je fais. Donc en gros, c'est ça. Donc le gouvernement mexicain, par exemple, aurait dépensé 1 milliard de dollars en options de vente cette année pour couvrir sa production de pétrole 2020. Et Redalio a une exposition de 1,5 milliard de dollars en puts options. Donc là, il pense que le marché américain va baisser. Donc là, sur le SPY, qui est l'ETF du S&P 500. Donc, vous imaginez qu'il y a le S&P 500, qui est l'indice spot. Il y a l'ETF, donc qui est déjà un dérivé du S&P 500. Et lui, il a le dérivé du dérivé. Donc, voilà, en gros, ce qui est permis de faire. Mais là, c'est pour protéger l'exposition qu'il a dans son hedge fund. Donc, le tout pour se couvrir lors d'une éventuelle baisse du S&P 500, chose que l'on est en train de voir déjà maintenant. Donc, il reste encore du chemin à parcourir pour les dérivés crypto. Et là, ça nous vient de CoinDesk. Donc, vous voyez qu'on a fait une très, très, très longue étude, un très long rapport, mais c'est super, super intéressant de voir cela et de comprendre cela. Donc ça, c'est dans le cadre des études et des choses que l'on fait, enfin qu'on a décortiquées en long et large en interne. Mais vous, je vous invite à regarder et découvrir bien plus de choses que l'on fait, notamment au quotidien. Nous faisons ce qu'on appelle les CryptoBlock News. Ce service dans lequel on a un suivi de plus de 50 cryptos. BTC tous les jours et chaque jour est subdivisé en catégories, donc Parity Coins, plateformes, etc., etc. Donc on a déclassé sur notre site internet toute une semaine entière d'émissions, donc qui va du 14 du 14 octobre au 20 octobre. Et en plus de cela, on a une vidéo bonus, donc là, ce qu'on appelle les Focus Reports que l'on fait une fois de temps en temps, spécifiquement axé sur le BTC. Donc là, on a aussi des promotions pour
l'année à venir, donc 2020, et on a des packs promotionnels pour les différents services que l'on offre qui seront valables jusqu'au 31 décembre. Et donc là, si vous voulez me contacter pour avoir plus de news, business@jctune.com ou visiter la page internet www.jctune.com. Et donc voilà, moi je vous laisse ici. Donc aujourd'hui, 9 décembre, on a fait cette spéciale. Ça faisait déjà un bout de temps qu'on avait, donc là depuis la mi-novembre, on a continué à alimenter cela, mais je pensais que c'était vraiment quelque chose de super important qu'il faut savoir et qu'il faut connaître lorsqu'on est dans l'écosystème crypto. Et on apportera d'autres études et d'autres rapports de ce genre qui seront disponibles sur le canal public afin que tout le monde puisse au moins être exposé à de la bonne information et savoir ce qui se passe et bien évidemment être mieux préparé. Donc un grand merci à tous, bon visionnage et on se retrouvera demain pour une petite mise à jour et quelques commentaires sur le marché. Merci à tous, bye bye.